Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 82e épisode, on vous présente Les Amants d'Hérouville, bande dessinée originale qui revient sur la vie singulière de Michel Magne, artiste tout aussi original que l'album qui lui est consacré. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Son nom ne vous dit certainement rien, en revanche vous avez assurément entendu un jour ou l'autre l'une de ses œuvres, puisqu'il fut pendant longtemps l'un des compositeurs de bandes originales les plus en vue en France. Un Saint-Jean d'hiver, Mélodie en sous-sol, Fantomas, Angélique Marquise des Anges, Belle de jour, Compartiment tueur, on pourrait passer des heures à égrener l'œuvre de Michel Magne, artiste hétéroclite et singulier, dont la vie est retracée dans l'album qui nous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, à la toute fin de ce même ouvrage, vous pouvez retrouver des pages entières qui récapitulent l'ensemble du travail du personnage principal des Amants d'Hérouville. Yann Lequelec, aidé de Thomas Cadenne pour la partie scénario et Romain Ronzeau au dessin, ont donc décidé de ressusciter le personnage de Michel Magne au sein d'un album passionnant, de la première à la 256e page. L'histoire débute avec une scène très caractéristique de ce que fut le héros de cet album, un phénix qui a su repartir de zéro, même quand l'œuvre de sa vie était en train de partir en fumée. En effet, celui qui est associé à jamais avec le château d'Hérouville, petite commune du Val d'Oise, a vu son travail de compositeur disparaître dans les flammes de l'incendie qui a ravagé son château en 1969. Si l'événement sert d'introduction à cette histoire, elle ne s'y appesantit pas pour nous présenter quelques pages plus tard un Michel Magne au sommet de sa forme et au début de sa période qui sera la plus fastueuse de son existence. Cette période est totalement indissociable d'une rencontre qu'il va faire avec Marie-Claude Calvé, jolie jeune fille blonde d'à peine 16 ans, alors qu'il avait déjà passé la quarantaine. Si au départ elle vient pour jouer le rôle de nounou auprès de ses deux enfants, rapidement l'attirance qui existe entre les deux se transformera en une histoire d'amour avec un mariage et un enfant à la clé. C'est dans cette période où tout semble sourire de nouveau à Michel Magne qu'il décide de transformer son château en un complexe avec studio d'enregistrement, chambre et cuisine qui accueilleront les artistes à demeure. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Iggy Pop, les Pink Floyd, David Bowie, de prestigieux noms sont passés au château dont la réputation dépassa bien vite les frontières françaises. Il faut dire que la nourriture y est de qualité, l'accueil chaleureux, le matériel professionnel et son hôte, un personnage hors pair pour mettre les petits plats dans les grands afin de séduire sa clientèle. Avec Marie-Claude, il forme un couple idéal, mais au détour d'une case apparaît la jalousie de celui-ci et sa course effrénée vers un rêve de gloire, quitte à délaisser sa famille proche. Comme la réussite ne dure qu'un temps, après le succès vient le temps des déconvenus, et si le carnet d'adresses de Magne est bien garni, bientôt le téléphone ne sonne plus et l'amorosité s'installe. Ne faisant pas l'impasse sur la noirceur qui habite aussi le personnage, les auteurs nous présentent ici un héros fantasque et complexe au magnétisme envoûtant. Musicien protéiforme, il apparaît aussi comme un artiste complet, en avance sur son temps, faisant de la musique expérimentale en parallèle des bandes originales qu'il compose. Pour ce qui est de cette bande dessinée qui le présente, elle fait aussi preuve de singularité en proposant un dispositif qui vient faire s'entremêler les photos de Michel Magne et de son entourage mélangées aux dessins retraçant sa vie. Le sous-titre de cet album étant une histoire vraie, Romain Ronzeau fait le choix de faire cohabiter un dessin simple et efficace avec des photographies qui font revivre les héros de cette histoire. Le dispositif fonctionne bien et il permet aussi de se replonger dans une époque qui fait non seulement apparaître le couple d'amants à plusieurs reprises, mais aussi un Johnny Hallyday ou un Eddie Mitchell au détour d'une planche. Chaque partie de l'ouvrage est aussi introduite par quelques pages qui reviennent sur la biographie de Michel Magne dans la partie de sa vie précédant sa rencontre avec Marie-Claude, moment où commence l'histoire dessinée. Protéiforme aussi, cet album calque ici ce que fut Michel Magne en proposant une lecture où se mélange une biographie écrite classique, des photographies et du dessin. L'ensemble est très immersif et la lecture est une véritable plongée dans la vie de cet artiste singulier que l'on découvre ou redécouvre le temps des 256 pages de cet album. Pour un tel artiste, il fallait un album à sa hauteur, un objet comme nul autre pareil, et c'est le cas de cette bande dessinée que l'on a pris un véritable plaisir à parcourir.
Édité chez Delcourt, dans la collection Mirage, cet ouvrage qui est sorti la semaine dernière en librairie est une véritable bonne surprise dont on recommande chaudement la lecture. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par Bartleby le Scribe, nouvelle d'Herman Melville adaptée en bande dessinée par José Luis Munuera. Nous entraînant dans une étude de notaire dans le quartier de Wall Street à New York, on y découvre le personnage de Bartleby, employé modèle et infatigable, qui abat au quotidien un travail considérable. Apprécié par ses collègues et son patron, tout change le jour où il refuse de se soumettre au travail présenté par son supérieur. À partir de ce jour-là, il répétera inlassablement la même chose au travail qu'on lui proposera « Je préférerais ne pas le faire ». Refusant à la fois de travailler et de quitter les lieux, notre héros devient une sorte de symbole de la résistance passive et de la désobéissance. Une superbe adaptation de cette nouvelle de Melville, déjà disponible en librairie et éditée chez Dargaud. Dans la série des bonnes nouvelles, notons la réédition en un album unique du Cri du Peuple, la série en 4 volumes que nous devons à Jacques Tardy, qui a adapté le récit de Jean Vautrin. Cette réédition, supervisée par son auteur, fait passer cette histoire d'un format à l'italienne à un format plus classique, faisant 176 pages. Nous plongeant dans les heures sombres de la Commune de Paris, l'album propose en fil rouge une enquête policière sur une mystérieuse noyée retrouvée au niveau du pont de l'Alma. Avec son dessin et son noir et blanc si caractéristiques, Jacques Tardy fait revivre ici l'une des insurrections les plus célèbres de l'histoire de France et de Paris. Réédité chez Casterman, voilà un album à découvrir de toute urgence si vous ne le connaissez pas encore. Toujours chez Casterman est sorti cette semaine La mode des habillés, album qui, comme son nom l'indique, propose de s'intéresser à la mode à travers le temps. Zoé Touron au dessin, en compagnie de Frédéric Godard, sociologue qui assure ici le scénario, propose de nous faire pénétrer les coulisses du monde de la mode. En voyageant à travers le temps et les civilisations, ils nous permettent de mieux comprendre cette industrie créative qui fait que parfois certains vêtements deviennent tendance alors que d'autres disparaissent dans le même temps. C'est ludique, passionnant et intelligent, en 160 pages, c'est la bonne occasion pour se questionner sur cet univers à la fois singulier et incontournable. Être une momie exposée depuis des années n'est déjà pas marrant en soi, mais quand le public se détourne de vous, il est alors grand temps d'essayer de faire autre chose de sa vie. Poursuivi est le titre du premier tome d'une nouvelle série lancée par les éditions Glénat dans la collection Vent d'Ouest et baptisée T'as vu ta tête. T'as vu ta tête est le nom de la sympathique héroïne dont la mère pharaon de son état lui interdit de quitter le musée dans lequel elles sont toutes les deux conservées. Pourtant, lorsqu'elles apprennent que le musée va fermer et qu'un mystérieux groupe est chargé de faire disparaître les êtres surnaturels, il est alors grand temps de quitter l'Égypte pour rejoindre le clan des créatures fantastiques afin d'y trouver refuge. Le scénario de Carole Trébor nous fait ainsi voyager en compagnie de personnages attachants et tout cela est parfaitement bien mis en dessin par le talent de Gabriele Bagnoli. En pleine pandémie de coronavirus, les éditions Arène BD nous proposent de repartir en 1347 au moment où la plus importante peste que connut l'Europe décima 25 millions d'habitants. Proposant une fiction ancrée dans un contexte historique parfaitement bien réel, l'ouvrage qui fait 128 pages nous fait suivre Baldus, un jeune membre de l'ordre des chevaliers hospitaliers. Naviguant sur les mers, il va tomber sur un bateau dont l'intégralité de l'équipage est mort d'une maladie mystérieuse et inconnue. Lancé dans une course-poursuite en Italie avec un mystérieux cavalier, le jeune Baldus va devoir fuir non seulement son ennemi, mais aussi la maladie et la folie des hommes. Cédric Simon au scénario et Eric Stalner au dessin nous font revivre cette période de façon intense dans un album passionnant de bout en bout. Terminons la revue des sorties de la semaine avec Seydou en quête d'asile, un album qui raconte le parcours tortueux de Seydou, jeune homme venu d'Afrique pour trouver refuge en France. Si le parcours pour fuir son pays fut semé de nombreuses embûches, celui-ci n'est pas terminé puisque le droit d'asile n'est pas un chemin de tout repos non plus. Pour fuir son pays, dont il est opposé au pouvoir politique en place, il va connaître l'exploitation et la corruption qui seront des passages obligés s'il veut avoir une chance de se réfugier à l'étranger.
Dans ce livre humain et réaliste, nous comprenons ce qui pousse certaines personnes à fuir un pays qu'ils aiment tant et qu'ils gardent toujours au fond d'eux, même à des milliers de kilomètres. Édité chez Stenkiss, nous devons cet album au scénario de Xavier Betaucourt et au dessin de Virginie Vidal. Voilà, nous en avons terminé avec ce 82e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Les Amants d'Hérouville, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 83e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.